Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de la Semaine Éco. Alors la Semaine Éco s'intéresse ce soir aux indicateurs économiques de l'Algérie qui affichent plutôt une santé rassurante. C'est ce qui ressort du compte rendu du ministre des Finances. l'Aziz Faïd avait abordé un large éventail de sujets économiques mettant en lumière notamment les défis et les opportunités pour l'Algérie dans sa quête de croissance économique et de stabilité financière. C'est en gros un bilan qui a été donc rendu public suite à sa visite à Washington à l'occasion des réunions de printemps des institutions de Bretton Woods. Alors le ministre avait présenté une analyse complète de la performance économique actuelle de notre pays ainsi que des plans et des initiatives pour stimuler la croissance économique, moderniser le système financier et intégrer l'économie informelle dans le circuit formel. Et là, il a été question aussi de la croissance économique, l'évolution de la balance des paiements, l'augmentation des réserves de change également, et puis la dette publique et l'inflation, ainsi que d'autres points abordés que nous allons analyser avec nos experts présents sur ce plateau et que je vous présente tout de suite. D'abord à ma gauche, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Alors vous êtes expert en économie, spécialiste des questions financières. Merci Monsieur Kaoubi de revenir avec nous sur ce plateau et commenter ces chiffres que nous allons aborder dans un instant. Merci pour l'invitation. Et puis Monsieur Mohamed Hachir, docteur en économie, consultant d'émission. Merci Monsieur Hachir. C'est moi qui vous remercie d'être avec nous également sur ce plateau. Avant de commencer le débat, je vous propose d'abord de faire un petit round-up, revenir en images sur les principales déclarations qui ont été faites par le ministre des Finances dans ce sujet signé Badia Amali. Les indicateurs économiques de l'Algérie sont positifs et devront lui permettre d'atteindre, voire de dépasser les 400 milliards de dollars de PIB dans quelques années. Le PIB actuel est de 32 000 milliards de dinars. Le ministre des Finances, l'Aziz Faïd, a rappelé que l'économie algérienne dispose de grands atouts qui seront mis à profit pour appuyer le décollage économique. Le ministère prévoit pour 2024 une croissance économique de 3,8%, soutenue par l'augmentation des dépenses publiques. Il est prévu également un recul de l'inflation. Ceci est rendu possible grâce à la baisse des produits alimentaires frais. Les réserves de change ont progressé de 61 milliards de dollars en 2022 à 69 milliards de dollars en 2023, soit l'équivalent de 16 mois d'importation de marchandises. Il faut dire que la feuille de route tracée par l'État pour la relance de l'économie nationale et le climat des affaires instauré encourage les investisseurs à prendre part au développement économique national. 90% des financements de l'économie est le propre des banques publiques. Après la mise en application du nouveau code des investissements, nous assistons à l'engouement des entreprises étrangères pour investir en Algérie. Les prévisions des investissements s'élèvent à plus de 6 000 milliards de dinars. Grâce à la nouvelle politique mise en place, l'Algérie est en train d'amorcer un réel développement économique à la hauteur des espoirs des opérateurs économiques nationaux. Alors donc l'Algérie affiche des objectifs économiques ambitieux. D'abord, ce chiffre qui retient d'abord notre attention, c'est le PIB, donc le produit intérieur brut, qui affiche un objectif de 400 milliards de dollars d'ici 2026. Le chiffre avait été, il faut le rappeler, annoncé par le président de la République lors de la rencontre avec la presse, la rencontre périodique. Il a été repris par le ministre des Finances dans son exposé. Alors il faut rappeler d'abord que le PIB algérien s'est hissé aux alentours de 270 milliards de dollars en 2024, ce qui propulse le pays directement au troisième rang en Afrique, détrônant même le Nigeria. Alors, première question, le seuil des 400 milliards de dollars, aujourd'hui, c'est un objectif qui a été tracé. Quels sont les indicateurs qui vont nous permettre, justement, et les moyens qui vont nous permettre d'atteindre ce chiffre d'ici 2026 ? Oui, un objectif ambitieux, il faut le rappeler, dans la mesure où l'objectif est de créer quelque chose comme 170 milliards de dollars sur la période. Donc là, on ne fixe pas la période. Mais je dirais que si on considère le tout moyen réalisé sur les 3 dernières années, donc on se situe pratiquement à 3,5, et avec un objectif de réaliser 5% de taux de croissance annuel, je dirais que sur une période de 8-9 ans, les 170 milliards de dollars pourraient être réalisés, créés. Je voudrais juste insister sur une chose.
en matière d'appréciation d'évolution du produit intérieur brut, un élément beaucoup plus important que le chiffre en lui-même devrait être considéré. C'est celui du taux de la croissance et du maintien de la dynamique de la croissance. Ce qui est important, la Chine par exemple, ce qu'on observe à travers l'analyse de l'évolution du PIB chinois, c'est cette régularité et cette constance en matière de dynamique de croissance. Une moyenne de 8,5% observée sur une durée de 20 ans a permis à la Chine de réaliser quelque chose qui était impossible en termes de projection dans les années 80. Donc, au-delà du chiffre, l'Algérie, sur ces 3 dernières années, s'est inscrite dans une logique de progression en matière de croissance. De 3%, on est passé à 3,8%, on est en train de réaliser 4,2%. 4,2, c'était en 2023. Voilà. Oui. Donc, et ce qui serait intéressant, c'est de réunir encore plus les conditions d'une croissance durable. Donc, au-delà des chiffres, donc, qui sont impactés par des événements aussi bien sur la sphère internationale, une augmentation du prix, une diminution du prix de pétrole, une augmentation, une guerre, etc. C'est-à-dire qu'il faut maintenir la stabilité d'une croissance qui permettrait donc... Et surtout se concentrer sur les conditions de création de richesse. Monsieur Hachir? Oui, je pense d'abord, il faut souligner un peu la stabilité macro-financière du pays. Ça, c'est indispensable pour un processus de croissance économique. Il faut quand même souligner aussi un peu une période de choc extérieur. Le choc de la Covid-19, suivi par un choc pétrolier en 2020. Et l'Algérie, quand même, elle a su supporter ce choc. Donc cela montre une certaine résilience et la gestion aussi rigoureuse des finances publiques, et même des importations durant l'année 2020-2021, a permis à l'Algérie maintenant de se retrouver dans cette phase de stabilisation macroéconomique. Et une phase de stabilisation macroéconomique et macrofinancière surtout est indispensable pour un processus de croissance économique parce que pour soutenir la croissance économique, il faut se retrouver dans la disponibilité de l'épargne orientée vers l'investissement. Quand vous parlez de stabilité, on parle exactement de quoi? Des textes réglementaires, des lois qui favorisent peut-être l'investissement? C'est cette stabilité qu'il faut maintenir? Ça a été réalisé effectivement en parallèle. Donc il y a eu une batterie de lois, il y a eu un nouveau un climat des affaires, si on peut un peu. Oui. L'Algérie a mis en place quand même depuis ces 3 dernières années tout un socle, un nouveau socle carrément juridique et institutionnel. Donc il y a eu des organisations créées, des agences comme RAPI, etc. Il y a eu beaucoup de lois, la loi 22-18, la loi 23-17 sur le foncier, la loi 23-09 sur la monnaie et le crédit ou bien la loi monétaire et bancaire. Il y a eu beaucoup de textes d'application de cette loi 2309 déjà en place. Donc tout ça, il y a eu des grandes réformes aussi des finances publiques. La loi, la comptabilité publique, l'application de la 1815 pour l'élaboration des lois de finances. Donc il y a eu quand même un nouveau socle juridique et institutionnel encadrant. C'est ce qu'on appelle un peu cette stabilité et ce côté rassurant qui peut favoriser une croissance stable. Justement, parce que déjà, il y a eu l'engagement quand même du président de la République de ne pas toucher aux lois au moins pendant une longue durée, une dizaine d'années au moins. C'est-à-dire, ce qui permet à l'Algérie et à l'environnement d'investissement national d'avoir cet indicateur de stabilité juridique ou bien de sécurité juridique. Parce que l'insécurité juridique constitue un frein important, surtout à l'égard des investisseurs étrangers, directs étrangers, des IDE. Donc là, la stabilisation des lois et puis aussi la visibilité à long terme, tout ça, ça donne quand même des assurances aux investisseurs nationaux et étrangers. Ça, c'est la stabilité juridique. Mais j'ai parlé aussi de la stabilité financière, parce que nous avons au moins 3 sphères. La sphère monétaire, il faut rappeler un peu l'épisode
de 2020, il y a eu un problème de liquidité bancaire. C'est vrai. Il y avait même un problème de liquidité. Donc il y a eu une baisse, je crois, à environ 460 milliards de dinars de liquidité bancaire. Maintenant, on est à environ 1800 milliards de dinars de liquidité bancaire. Donc il y a une stabilisation de la sphère monétaire, on est très à l'aise, une stabilisation de la sphère budgétaire. Donc l'Algérie, quand même, il est à l'aise, je dirais, en termes budgétaires, même s'il y a un déficit budgétaire, mais il est maîtrisable. Il y a une dette publique, je pense, dernier chiffre avancé par le ministre des Finances, et les 48%, je me rappelle bien, du PIB. Donc c'est maîtrisable aussi, relativement aux autres pays. On a aussi la position financière extérieure qui est confortable. C'est combien? 69 milliards de dollars. Donc nous avons ces 3 sphères de stabilisation. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a eu 2 chocs. Donc on est arrivé à cette stabilisation. Maintenant, effectivement, c'est les conditions propices pour amorcer un processus de croissance économique continue et avoir cette ambition de réalisation d'un PIB à 400 milliards de dollars. Si ce n'est pas 2026, ça peut être 2027, 2028. C'est un objectif. Je suis tout à fait d'accord avec mon ami. Il faudrait la continuité, justement, de la croissance. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption de cette croissance, c'est-à-dire un cycle inverse. Donc il faut y aller vers ce processus cumulatif, c'est de l'accumulation aussi, et qui va surtout toucher tous les secteurs d'activité économique. Notamment ceux qui créent de la richesse. J'aimerais justement aborder, toujours dans la question du PIB, cette méthode de rebasage de calcul. Elle a été annoncée également par le ministre des Finances. Il avait annoncé donc ce nouveau changement dans l'année de référence pour le calcul du PIB. Dans 3 ans, l'année donc de référence sera déplacée de 2001 à 2011, puis ultérieurement à 2022. Donc c'est une autre phase de calcul qui a été annoncée. C'est un changement qui vise à aligner les statistiques nationales sur les normes internationales. Votre avis sur la question? Oui, tout à fait. Donc l'actualisation sur le plan de la méthodologie est importante. Ça permet de mesurer la richesse créée dans le pays en intégrant des secteurs non observés jusque-là et l'informel éventuellement aussi. Donc, mais juste pour rappeler que dans cette méthode, on inclut des secteurs qui n'ont pas été observés ou qui étaient à la marge par rapport à la méthode de calcul, contrairement au concept d'évolution du PIB réel. Donc là, on est en train de parler sur une valeur créée, rajoutée, et non pas une valeur qui existait et qu'on a inclus. C'est très important cette question de concept et de définition de contenu de concept pour qu'on puisse mesurer et faire les bilans l'année prochaine, l'autre année, etc. Mais je voudrais rajouter par rapport à mon ami Achille une chose, c'est que la marge de progression et d'amélioration est potentiellement énorme en Algérie. C'est pour ça que l'objectif de 400 milliards de dollars pourrait être atteint à condition d'améliorer dans l'organisation macroéconomique de l'économie nationale, une réorganisation du secteur public, une optimisation des logiques de fonctionnement du secteur privé, l'intensification de l'investissement dans des secteurs qui jusque-là sont en sous-investissement. Vous êtes d'accord avec moi que ce travail a déjà commencé, c'est-à-dire que l'incitation au niveau du sommet de l'État et même au niveau du gouvernement dans son programme, l'incitation pour aller vers l'investissement existe. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une dynamique qui a été déjà amorcée. Je suis entièrement d'accord. Donc les instruments juridiques, institutionnels ont été mis en place et comme l'évolution de la production et le résultat de logique privée, donc maintenant la balle est dans le camp donc des managers et dans le camp des hommes d'affaires, parce que pour réaliser plus de production, on a besoin de leaders économiques qui voient loin, qui s'inscrivent dans la durée et qui utilisent des méthodes de management, de gestion et qui maîtrisent les processus de production afin d'optimiser, d'améliorer et de gagner cette bataille de compétitivité. Alors, c'est dans ce sens où on peut
parler sérieusement d'une amélioration continue et surtout une amélioration qui intègre une évolution dans des secteurs dont l'Algérie a un énorme potentiel et qui n'arrive pas à réaliser les résultats escomptés. Je parle de l'industrie d'une manière générale, je parle de l'amélioration de nos résultats dans l'agriculture, malgré tous les bons résultats qu'on réalise jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore du travail à faire. Dans le domaine des services. Donc les marges de production sont énormes. C'est une très grande opportunité, au contraire, pour l'Algérie. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et quand on a un espace d'investissement qui est propice, une meilleure organisation, des logiques privées, des logiques de marché pourraient donner une impulsion nouvelle à notre production intérieure brute. Vous avez un peu débordé sur la question que j'ai posée tout à l'heure, mais je repose à M. Hachiv la méthode de recalcul, donc de rebasage. On parle peut-être une deuxième opération qui interviendra pour prendre 2022 comme une année de référence. Est-ce qu'aujourd'hui, les méthodes de rebasage doivent être alignées sur les normes internationales et pour faire justement exister cette économie algérienne et qu'elle soit reconnue de manière officielle selon les normes qui sont édictées par des institutions financières internationales? Effectivement, il y a le système de comptabilité nationale des Nations Unies de 2008. C'est sur la base de cette méthodologie de calcul du PIB que l'Algérie a procédé au rebasage du calcul de l'année de référence de son PIB. Parce qu'avant, le PIB est calculé sur une année de référence de 1989, maintenant l'année de référence de 2001. Et éventuellement, il y aura une autre année de référence. Ce n'est plus statique comme avant. Ce n'est pas statique parce qu'il y a même des recommandations de ces institutions internationales de revoir le calcul chaque 5 ans. Pour avoir, c'est-à-dire... C'est une norme qui est imposée au niveau international. C'est international, c'est des normes internationales. Pour donner cette dynamique aussi, accompagner un peu l'évolution économique de chaque pays. Tout à fait. Pour avoir une meilleure visibilité d'abord d'une économie, pour avoir aussi une vraie cartographie de l'économie d'un pays. C'est vrai que surtout dans certains pays comme les pays africains, il y a quand même une part très importante de l'économie informelle, ou bien ce qu'on appelle l'économie non observée. Donc ce rebasage permet d'abord d'intégrer un certain nombre d'activités économiques non observées. Créatrices parfois de richesse. Créatrices de richesse et d'emplois. Même en Algérie, on a des usines informelles carrément. Vous savez, c'est des usines carrément informelles. Qui nourrissent beaucoup de... Oui, c'est des usines. Je ne parle pas des vendeurs à la sauvette, etc., ou bien des petits commerçants du coin, etc. Il y a carrément des ateliers, des usines informelles. Donc, déjà, sur le plan réel, effectivement, il faut faire toute une politique d'intégration de l'informel de façon à avoir cette inclusion des activités informelles et à participer à la création de richesses dans le cadre formel, c'est-à-dire à contribuer, aux impôts, etc., et à contribuer à l'économie en général. Et cette méthode aussi, elle permet aussi de réactualiser les activités. Parce que si on prend l'Algérie, par exemple, les activités des années 90 sont pas les activités des années des 2 dernières décennies, 2010, 2020. Même la démographie doit être prise en compte, l'évolution. Effectivement, il y a eu beaucoup de changements et le système de comptabilité nationale des Nations Unies il permet justement des outils de calcul, des méthodes, et c'est ces méthodes-là que l'Algérie a suivies pour recalculer son PIB. Donc c'est universel. Et ça, d'une part. Il y a aussi c'est-à-dire, il y a beaucoup de pays africains qui l'ont fait les années 2013, 2014, 2015. Il y a le Nigeria, par exemple. Maintenant, le défi, il est où? Effectivement, le défi. D'abord, c'est bien. C'est-à-dire parce que quand vous recalculez votre PIB et vous dégagez le chiffre réel, et le chiffre réel est certainement plus important que le chiffre traditionnellement affiché. Pourquoi? Parce que le recalcul vous permet d'intégrer beaucoup d'activités, même d'intégrer l'administration, des activités d'administration publique. Donc cela, quand on vous donne un PIB, votre PIB réel, c'est-à-dire... Il reflète réellement... et puis... Ça vous donne quand même un effet marketing, c'est-à-dire ça vous classe davantage sur le plan international, en Afrique et dans le monde. 3e pour le moment au niveau africain. Et quand on vous dit que vous êtes 3e économie africaine,
Donc cela veut dire que même les entreprises étrangères, les C'est ETE, attractif. c'est attractif. Oui. Donc on voit que cette économie finalement est une économie qui a du potentiel. C'est une économie importante en Afrique. C'est un marché important, il y a une croissance. Donc cela, ça fait partie aussi des éléments attractifs de l'environnement en général, de l'investissement. Donc il n'y a pas que cet effet marketing. Il y a aussi, quand on parle de taux de croissance, Et justement, vous êtes en train d'anticiper sur la prochaine question, si vous permettez. Parce que là, le ministre avait annoncé beaucoup de chiffres, et je profite de votre présence aussi pour vous faire réagir sur les taux qui ont été annoncés lors de cette conférence de presse. D'abord, justement, sur le taux de croissance. Donc, il a été annoncé pour 2024 un taux de 3,8%. En 2023, il était de 4,1%. D'abord, la première question, et il y a toujours eu cette forme de transparence en matière de chiffres, même si les chiffres redescendent un peu par rapport à l'année d'avant. Il y avait cet engagement du président de la République de dire qu'aujourd'hui, les chiffres vont être donnés de manière limpide et claire. Aujourd'hui, nous sommes, même s'il y a une baisse, peut-être pas, vous allez nous expliquer peut-être pour ce recul, léger recul par rapport à l'année 2023, 3,8%, vous le qualifiez comment, ce taux de croissance attendu pour cette nouvelle année ? Oui, c'est par rapport donc aux données. Donc on a des fluctuations de nos revenus en pétrole principal et de gaz qui impactent un petit peu ce taux d'inflation. Et puis il y a certains de croissance plutôt. De croissance, oui. pardon. Non, on parle d'inflation. On y reviendra tout à l'heure. Tout à fait. Donc et puis, cela impacte donc aussi c'est sur la base de prévisions de certains secteurs d'activité, tels que l'industrie, etc., qui sont pris en considération et qui donc présentent certaines fluctuations. Donc, prendre les chiffres réels, se baser sur des données objectives et effectives est le point de départ pour se remettre en cause et mettre en place les outils qui permettent d'améliorer les insuffisances. Donc ce souci de transparence est nécessaire. Indispensable. Indispensable. Monsieur Hachir, brièvement, réagissez juste sur le taux de croissance, parce qu'on a beaucoup de chiffres, on va essayer de les défiler l'un après l'autre. Maintenant, le taux de croissance, il faut surtout améliorer le taux de croissance de la sphère réelle productive, surtout le secteur industriel. Donc c'est ça réellement, parce que l'Algérie, il doit se réindustrialiser. Avant, je pense, les années 70, on a atteint les 17% de la contribution de l'industrie au PIB. Maintenant, on est à 6%, je pense. Donc, il y a des perspectives d'ici 2026, je pense, on va atteindre les 9%, 10%. Mais c'est là aussi où il faut, c'est-à-dire mettre le paquet. C'est le secteur industriel et les secteurs de la nouvelle économie. Les secteurs de la nouvelle économie, on parle surtout des technologies d'information et de communication, de tout ce qui est numérique, etc. Donc ce secteur aussi a très forte valeur ajoutée d'abord, parce que quand on investit dans des technologies d'information et de communication, on dégage une grande valeur rapidement et ça permet d'augmenter le PIB. Donc la nouvelle économie, les nouvelles technologies d'information et de communication, l'industrie et la transformation de l'agriculture. Donc l'agriculture, elle doit améliorer sa productivité d'abord, mais aussi elle doit être transformée. C'est-à-dire, vaut mieux y aller dans les industries agroalimentaires, parce que les industries agroalimentaires, c'est des industries permettant de créer de la richesse, de l'emploi, mais aussi de stabiliser le marché. On arrive à l'inflation surtout. Donc, elle est en face de moi. Justement. Ben justement, on parlait de l'inflation, elle est à des prévisions qui tapent sur 8,5%. Alors on prévoit d'abord ce recul pour la nouvelle année. Le ministre des Finances impute donc ce recul au fait qu'il y ait une baisse des produits frais qui sont pour rappel à l'origine de la poussée inflationniste. Vous êtes d'accord avec d'abord sur le chiffre de 8,5 et sur la perspective du recul? Et la raison surtout. Oui, toujours le calcul communiqué toujours par la Banque d'Algérie sur le taux d'inflation
Donc, le panier alimentaire, le taux d'inflation du panier alimentaire est souvent entre 14 et 15%. Donc, le taux d'inflation, on donne 9,1%, le dernier chiffre, je pense. Mais le panier alimentaire, il pèse davantage dans le taux d'inflation global. Et donc, c'est pour cette raison que quand on stabilise surtout les produits frais, comme la dernière fois, par exemple, le dernier mois de carême, on a eu vécu un épisode assez particulier. Donc, effectivement, même le citoyen n'a pas ressenti vraiment la cherté. Parce que, il faut rappeler une chose aussi, je l'ai déjà souligné la dernière fois, c'est 42% des dépenses des ménages, de revenus des ménages, est constitué de paniers alimentaires. C'est des dépenses de l'alimentation. 42% de son revenu, c'est la consommation alimentaire. Donc, quand le panier alimentaire augmente, surtout les produits frais, etc., donc ça impacte forcément le... Voilà. Puis, sur l'inflation, surtout maintenant, il y a une perspective de baisse de l'inflation. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a même une tendance mondiale de la baisse de l'inflation. Parce qu'il y a quand même... C'est l'épisode post-Covid. Post-Covid, effectivement, et de la guerre en Ukraine. Donc il y a maintenant, disons, un atterrissage en douceur un peu des économies en Europe, aux États-Unis. Donc il y a une maîtrise, un début de maîtrise de l'inflation en Europe, aux États-Unis. Et pourquoi la sphère internationale est importante, la variable internationale, parce qu'il y a une étude faite par la Banque d'Algérie sur l'inflation en 2021. Donc, alors, l'étude dit que 59% de l'impact de l'inflation, ou bien 59, le facteur inflationniste à 59% provoqué par les indices de valeur à l'importation. 5%, c'est le taux de change d'équilibre nominal, taux de change de dinar. Et 4%, c'est la dépense publique. Et puis, la masse monétaire aussi. Donc, mais là, on trouve que, parce que surtout en 2020-2021, on a importé des céréales avec des prix très forts, donc, parce qu'on importe beaucoup. Donc, l'industrie algérienne aussi n'est pas encore suffisamment intégrée, y compris l'industrie agroalimentaire. Les inputs sont importés. Donc, il faut intégrer davantage, y compris l'industrie agroalimentaire. Et cela, donc, influera forcément sur la tendance donc, inflationniste. Voilà, 59%, c'est dû aux indices de valeur à l'importation. Donc, c'est une inflation importée. Donc, il faut agir sur ça. Mais comment agir sur ça? C'est avec la production, avec l'investissement. Et j'aimerais écouter aussi M. Kaoubi sur la question. Même dans la continuité. Donc, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, mais ça démontre une fragilité de l'économie nationale aussi. Donc, une forte dépendance des marchés extérieurs, donc, qui fait qu'on est impacté par une inflation importée et une rigidité de l'appareil de production qui n'arrive pas, donc malgré les efforts, les barrières tarifaires, malgré les décisions prises en matière de compression des importations, on n'arrive pas à répondre donc, et à se positionner à une demande qui est là. Donc, et c'est justement ces pathologies qu'il faudrait régler et qui se traduiront nécessairement par de la croissance. Donc vous voyez, de l'autre côté, cette inflation aussi traduit un secrétaire de distribution qui reste loin des standards admis. C'est-à-dire les circuits de distribution sont assez archaïques. Donc, quand on a la chaîne de la production, marché de gros, le détail, donc si on compte le nombre de supermarchés ou de grandes surfaces en Algérie, donc c'est à peine 116 grandes surfaces par rapport à une norme qui devrait nous situer à plus de 1160 par exemple. Donc, quand il y a une opacité en matière de gestion et d'organisation des circuits de distribution, ça se traduit par une accumulation de marges, donc des marges commerciales répétitives qui renchérissent le produit. Et qui provoquent forcément bien sûr, et puis qui créent des dysfonctionnements
sur la sphère de production. Monsieur Kaoubi, je vous pose la question parce qu'il y a eu des mesures de dissuasion justement pour casser cette chaîne qui provoque ce dysfonctionnement. Est-ce que ces mesures aujourd'hui, notamment des mesures juridiques qui ont été mises en place, est-ce qu'aujourd'hui il y a aussi un autre travail à faire au-delà de l'aspect juridique et de la répression, justement. C'est important de mettre les outils juridiques, mais ils ne sont pas suffisants. On ne peut pas justement derrière chaque commerçant, chaque citoyen. La réalité, c'est les logiques privées qui règlent les problèmes à long terme. Donc, combien de grands marchés ou de marchés de gros on a réalisé sur les 3 dernières années. La question devrait être posée. Comment sont organisées les opérations de commercialisation? Le transport aussi, la logistique. Et là, on est sur des métiers qu'on devrait encourager. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de croissance, voilà des secteurs d'investissement qui, en cas de croissance, vont augmenter nécessairement notre productivité. Donc, la chose la plus importante, c'est que cette inflation est un élément qui pourrait perturber toute l'équation de reprise. Et elle devrait être prioritaire en matière de gestion durable et avec des outils opérants. Pas uniquement par rapport à des logiques à court terme. C'est vrai qu'à court terme, la situation est difficile, mais il faut mettre en œuvre les logiques, les instruments d'une politique monétaire qui jusque-là n'ont pas été mis en place. Qui prendront du temps, mais qui donneront qui régleront à terme dans la durée et d'une manière définitive. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Donc il y a un ensemble, en quelque sorte. Vous avez évoqué justement des tendances baissières en matière d'inflation pour des raisons extérieures, exogènes. Mais il y a aussi un travail à faire au niveau, il y a un travail, au niveau local. Il y a un travail à faire sur le plan structurel d'abord. Le travail structurel, c'est l'augmentation de l'offre. C'est l'augmentation de la production nationale. Mais c'est du long terme. Donc c'est tous ces investissements qu'on a enregistrés aujourd'hui, par exemple, vont participer à l'augmentation de l'offre domestique. Mais quand on augmente l'offre domestique, et surtout une offre diversifiée, donc ça nous permet quand même une maîtrise importante de l'inflation. On voit par exemple des grands investissements prévus pour l'huile de table, pour le sucre, pour les céréales aussi, l'augmentation de surface cultivable. Donc, tout ça, quand on a une production importante, donc forcément l'inflation est maîtrisée. Mais je pose la question par rapport peut-être à la mise en valeur des métiers. Les métiers, c'est nécessaire de recréer ces chaînes qui permettent... Ça, c'est indispensable. Oui. Nous avons un grand problème du système de distribution nationale. Il y a l'émiettement du commerce en Algérie. C'est un phénomène, l'émiettement du commerce. Je ne sais pas combien de commerçants qu'on a. C'est l'émiettement, alors qu'il faut y aller vers un système de la grande distribution. Commencer par des grandes centrales d'achat, par des hypermarchés, par des grossistes professionnels, pas qui s'approvisionnent à la dernière minute pour faire des affaires de court terme, mais des vrais professionnels de distribution. Donc tout ça, ça nécessite effectivement des investissements importants. Et quand on évite l'émiettement, y compris dans le transport en commun d'ailleurs, quand l'émiettement c'est difficile à réguler, à maîtriser. Oui. Mais quand on a des grands opérateurs de transport, des grands opérateurs de distribution, de commerce, etc., ça nous permet de maîtriser la chaîne de distribution. Oui. Et c'est à partir de là qu'on peut impacter l'inflation, c'est-à-dire maîtriser l'inflation. Parce que même ça peut participer à l'inflation, surtout quand il y a des activités spéculatives. On voyait bien d'ailleurs la loi, c'était pour réprimer ces activités spéculatives, mais c'est insuffisant. Il faut mettre les moyens aussi, mettre les moyens par rapport à l'amélioration de la distribution en Algérie. Et en plus de la distribution, parce que il y a aussi l'outil statistique qui est très important. On doit connaître déjà la production existante, le besoin national de chaque produit, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas réellement les vrais besoins de consommation des produits, etc. Parce qu'on n'a pas un outil statistique encore fiable et prêt.
Très bien. Ça, c'est pour l'aspect donc croissance et inflation. J'aimerais vous donner aussi ce chiffre qui est assez positif pour notre économie, c'est l'excédent de balance des paiements. Donc, il a été annoncé également par le ministre des Finances. Il est de l'ordre de 6,5 milliards de dollars pour l'année 2023. C'est une marge confortable pour notre pays. C'est une façon pour nous de dire que nous avons les moyens de subsistance et peut-être d'importation. On parle carrément de 16 mois d'importation de marchandises et de services. Donc c'est une marge confortable pour nous d'aller vers peut-être ces projets-là dont on parle et d'aller vers la réflexion d'investir et de développer ce qui doit être développé, notamment dans le secteur industriel et agricole aussi. Oui, ça rassure. Ça rassure. Pour revenir sur la balance des paiements. Oui, je suis entièrement d'accord. Ça rassure dans la mesure où on a une couverture d'importation qui peut aller jusqu'à pratiquement 16 mois, comme ça a été annoncé par le ministre des Finances. Donc, les investisseurs sont très attentifs, notamment étrangers, parce que le ministre avait d'ailleurs évoqué l'exemple justement de l'investissement en matière de production laitière. Il l'avait lui-même annoncé et que c'est un projet qui peut être un vecteur qui va galvaniser peut-être les esprits et aller peut-être vers cette attractivité des IDE. Sur le plan symbolique, c'est déjà important parce que ça marque un moment qui veut dire que les investisseurs viennent investir en Algérie dans un domaine d'activité où il y avait des réticences, donc dans l'agriculture par rapport au projet qui est assez important. Par rapport aux réserves d'échange, ce qui est à signaler, c'est qu'on est passé... La balance des paiements d'abord. La réserve d'échange, on y reviendra tout à l'heure. On est passé d'un solde de moins 1,5 milliard de dollars en 2019 à plus 18 milliards de dollars, plus 12, plus 6. Vous voyez, donc il y a une fluctuation qui est liée, bien sûr, avec les prix des hydrocarbures. Donc c'est ça, c'est rassurant. Il faut en profiter. Et surtout assurer la régularité par la diversification des exportations. Monsieur Hachel également, sur la balance des paiements et cet excédent annoncé. Oui, bien sûr. Donc, c'est lié à la fluctuation, effectivement. Mais il faut rester prudent. Hein. Il faut rester prudent par rapport à cette fluctuation et essayer de ne pas, c'est-à-dire parce que ce que je veux dire, qu'il y a eu un effort pour arriver à ce niveau de stabilité externe du pays, c'est-à-dire en termes de réserve de change et en termes de solde de la balance des paiements. Donc il faut en profiter de ce solde-là et il faut plutôt donc monétiser cette devise dans la sphère productive, dans l'investissement. Donc on ne doit pas, autrement dit, on ne doit pas importer de n'importe quoi parce qu'on était à 42 milliards de dollars de réserve de change, maintenant on est à 69, on est effectivement déficitaire pendant plusieurs années de la balance des paiements. Donc aujourd'hui, on a cette un peu stabilité. C'est une stabilité, mais je ne peux pas dire que c'est une aisance, hein, parce que c'est une stabilité. C'est une petite marge de quelques mois, de 16 mois, qui va nous permettre, comme vous le dites, déjà, de réinjecter... Effectivement, on a besoin de ça déjà, parce que c'est une forme de garantie aux étrangers, aux IDE, parce qu'on est solvable financièrement, donc en devise. Donc c'est déjà, ça donne un très bon élément d'attractivité pour notre économie, du moment que nous avons cette situation. Mais il faut en profiter de cette stabilité pour relancer la machine économique productive. Il faut être vraiment sélectif. Très bien. Alors, on va essayer de faire les choses rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Bon, la question sur les réserves de change, je pense qu'on a fait un peu le tour parce que nous sommes à 69 milliards de dollars pour 2023, c'est ce qui a été annoncé. C'est une évolution elle était à 61 milliards et cela passe à 69 milliards. Nous gagnons donc 7 milliards de dollars pour l'année 2023. J'aimerais vous poser la question par rapport à la dette publique qui est restée quasi stable.
Nous sommes à moins de 48% du PIB en 2023. Est-ce que c'est bon pour notre économie de stabiliser aussi la dette? C'est très important. C'est très important parce que la sphère budgétaire est un élément important dans l'équation économique en Algérie. Donc on est resté à 48. La conjoncture aussi des prix du pétrole a permis donc une nette amélioration des revenus de la fiscalité pétrolière. Mais il faut être prudent par rapport au déficit car les conjonctures peuvent changer et les niveaux d'endettement de la dette interne pourraient impacter justement cette question d'inflation, ces éléments des éléments qui pourraient peser énormément sur le. Il y a une phrase que j'aimerais que vous m'expliquiez. Ouais. On parle de ce maintien de la dette. Il est crucial pour la soutenabilité financière à long terme. Qu'est-ce que cela représente? Oui, donc la soutenabilité, c'est de ne pas recourir à un financement monétaire de la sphère budgétaire. Donc, parce que le Trésor devrait s'endetter à l'interne. Mais jusqu'à une certaine limite. Sinon, le recours sera fait d'une manière ou d'une autre à l'endettement extérieur. Donc on ne peut pas financer, monétiser systématiquement le financement du trésor public, sinon il y aura une création exogène et ça se traduira par de l'inflation et la dépréciation de la monnaie nationale. Et puis un mot sur la dette externe cette fois. On parle de 923 millions de dollars sur un total de 3 milliards de dollars. Là, il y a une très grande satisfaction par rapport à ça. Si on se compare par rapport aux pays. Donc l'Algérie, c'est l'un des pays les moins endettés au monde. Les moins endettés. Maintenant, le paradigme devrait aller vers un endettement, Achille le disait, qui financera même l'investissement, qui financera les activités créatrices de richesse capables de générer de la richesse. Un retour d'investissement, tout à fait. Monsieur Achille? Oui, même la dette. On dit en économie, ce n'est pas la dette qui pose problème, mais c'est sa soutenabilité. Il faut que la dette soit soutenable, c'est-à-dire il faut qu'il y ait retour sur investissement pour rembourser la dette. C'est tout. Donc, sinon, la dette est le moteur de l'économie. Toutes les grandes puissances s'endettent aussi, mais à condition de produire de la richesse et de maintenir un travail cyclique. Effectivement. Donc, la dette publique, maintenant, il est soutenable, 48%. Il y a des pays qui sont à 300% de la dette publique. Mais l'Algérie, quand même, il est à 48%. Mais il faut toujours essayer de maîtriser un peu la dette publique et de maîtriser, je suis tout à fait d'accord, le déficit budgétaire aussi. Parce que sinon, même le déficit budgétaire impactera l'inflation. On parle de l'inflation. Oui. Sinon, on va le payer. L'inflation, c'est un peu l'impôt payé par les pauvres aussi. Et c'est un impôt différé. Donc on le paye, effectivement. Donc, il faut y aller toujours. Nous sommes maintenant dans une phase de maîtrise, de stabilité. Ça, c'est un acquis. Un acquis pour l'économie algérienne. Et c'est des conditions propices pour relancer la croissance économique et avoir cette ambition. Et justement, vous me tendez la perche pour parler de la politique financière qui a été annoncée également par le premier argentier du pays. Donc c'est ce plan de baisse des taux d'intérêt des banques. Alors on parle du taux d'intérêt des banques pour stimuler les investissements. Alors on parle des crédits de l'économie qui se sont accrus de 5,7% en 2023 par rapport à 2022. Ils atteignent aujourd'hui les 10 750 milliards de dinars. Alors 90% proviennent des banques publiques. Est-ce qu'aujourd'hui la banque publique algérienne est un moteur de croissance? Elle continuera dans cette dynamique? Certainement, elle continuera dans cette dynamique. Donc tout est fait pour que les banques financent l'investissement. Il faut le dire, les conditions de financement de l'investissement en Algérie sont très, très faciles. Il faut le dire, comparativement avec les pays limitrophes. Le problème, à mon sens, ne réside pas dans le taux. Parce que le problème de l'inflation, c'est des mesures incitatives. Oui, parce qu'on pense taux crédit débiteur, il faut aussi penser taux débiteur. Taux créditeur, parce que les gens qui ont de la disponibilité, ils aimeraient bien avoir
une rémunération assez intéressante pour qu'ils puissent déposer leur argent. Sinon, cette inclusion financière, dans la balance, il faut mettre. Et puis, il faut dire que les crédits d'investissement sont subventionnés à hauteur de 50%. Et sur les 7% en moyenne de taux d'intérêt, 3,5% sont pris en charge par le Trésor public. Peut-être que donc 3,5%, c'est un taux très faible par rapport au taux d'inflation aussi, soyons sérieux. Donc, un investisseur qui ne peut pas intégrer un taux de 3,5% dans son équation de production. Ce n'est pas réellement un investissement. Ouais. Donc, arrêtons les logiques d'assistance à outrance, parce que sinon, on ne va pas aller dans des logiques de rémunération. Je trouve que vous êtes assez dur un peu, car aujourd'hui, il y a aussi l'intention aussi de soutenir l'investissement et d'encourager l'investissement, même si cette politique est transitoire pour essayer de relancer la machine. Mais de l'autre côté, il faut capter l'argent qui est dans l'informel. Donc, si on baisse le taux débiteur, on devrait nécessairement, parce que les banques, dans leur rôle d'intermédiation financière, elles doivent aussi prendre une marge. Oui. Donc, si une diminution de 1 point, le taux créditaire actuellement, il est à 2, dans le meilleur des cas, il est à 3. Donc, si vous avez de la disponibilité, le taux de 2% ne va pas vous inciter pour vous déposer votre argent. Donc, le message que... Oui. Et ça se traduira par un manque de disponibilité, parce que ce que les banques distribuent, il faut qu'ils les collectent. Exact. Et que la collecte dépend aussi par la proposition d'un taux d'intérêt qui serait attractif. Voilà. C'est vrai. Monsieur Haché? Oui, je pense, ce qu'il a dit M. Kaoubi, effectivement, c'est cette collecte même, je pense, qui a encouragé les pouvoirs publics à y aller vers un taux d'intérêt, d'appliquer un investissement encore plus bas, parce que les derniers chiffres, effectivement, communiqués par les finances ont souligné l'amélioration de l'épargne au niveau des banques. Même les ressources collectées par les banques, fin 2023, s'élèvent à 14 917 milliards de dinars. Oui. Donc, soit une augmentation quand même de 4,24% hors dépôt de son attraque, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est quand même positif en termes de collecte, même en termes d'épargne des ménages, il y a une amélioration. Donc cela veut dire qu'il y a une disponibilité d'épargne importante qu'il faut octroyer comme crédit à l'économie. Maintenant, c'est vrai, effectivement, on subventionne déjà les taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt réel est négatif, hein, avec une inflation de 9%, donc réellement, le taux d'intérêt réel est négatif, donc c'est clair. Mais il faut justement encourager davantage l'investissement et diversifier aussi les sources d'investissement. On ne doit pas rester à 90% financement par les banques. Oui. Il faut y aller vers le marché boursier, il faut y aller vers la bourse, il faut y aller vers la finance directe, il faut y aller vers la diversification de capital investissement, capital risque, etc., d'autres établissements financiers spécialisés. Donc, on a un potentiel important. Il y a aussi un chiffre communiqué qui est très intéressant. Rapidement, Mohamed, parce que là, j'ai envie de vous poser la dernière question dont le Halimi Aïch, le rédacteur en chef, avait insisté sur la question du dinar numérique. Si vous le permettez, j'aimerais poser donc sur ce projet qui a été aussi abordé par le ministre des Finances. Alors la Banque centrale est en préparation, donc prépare justement ce projet du dinar numérique. Qu'est-ce que le dinar numérique va apporter de plus dans l'économie algérienne aujourd'hui? Est-ce que c'est un passage obligé dans ce processus global de numérisation? Le dinar numérique aura sa place et elle aura une place importante? Oui, le dinar numérique s'imposera nécessairement dans l'avenir, ne serait-ce que par rapport à la gestion de la sphère publique et la gestion de l'énorme opération de révision des subventions. C'est très important. Donc, il y aura une coexistence entre le dinar physique, conventionnel. Voilà, le temps que le dinar numérique soit introduit petit à petit, mais je dirais que ça ne sera pas la panacée qui réglera le problème de l'économie nationale. C'est un projet. Monsieur Hachel, on terminera avec votre intervention. Oui, on n'a plus le temps. En tout cas, le dinar numérique va contribuer à l'amélioration de l'inclusion financière et de la bancarisation. Il y a même dans la loi 2309 la banque digitale
Donc tout ça, ça va permettre de moderniser d'abord la sphère monétaire et bancaire. Dépoussiérer peut-être des pratiques aussi bien sûr, financières. D'utiliser ces nouvelles technologies innovantes, mais aussi ça va permettre l'inclusion financière et bancaire. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Mahfoud Kaoubi, expert en économie, spécialiste des questions financières. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Mohamed Achir, docteur en économie et consultant de l'émission. Vous êtes également enseignant à l'université de Mouloud Maamri. Merci. Merci d'avoir été avec nous également sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.